Bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire organisé par le Comité Développement Durable. Aujourd'hui, on va vous présenter une thématique forte dans l'éco-responsabilité en anesthésie-réanimation, la gestion optimisée des déchets générés dans les blocs opératoires et dans les services de réanimation. Pour cela, nous sommes deux membres du comité. Je vais laisser Stéphanie se présenter. Bonjour, donc docteur Stéphanie Dericker, je suis anesthésiste au CHU de Caen, coordonnatrice du Green Bloc du CHU de Caen et membre du comité développement durable de la SFAR. Et je m'intéresse beaucoup à la gestion des déchets, donc on va avoir le plaisir avec Florence de vous parler de tout ça. Et donc, Florence Allemand, moi je suis médecin anesthésiste au CHU de Lille et je suis membre du comité développement durable et j'ai pris la présidence après Jeanne Muret et Mehdi Afiani de ce comité. Donc, nous allons vous présenter le sujet donc, de l'optimisation de la gestion des déchets en anesthésie-réanimation, réduire, trier et recycler. Ce sujet, vous pouvez le retrouver dans une de nos nombreuses fiches qui sont en accès libre sur le site de la SFAR et également dans le numéro du mois de mars d'ANREA qui est consacré à l'éco-responsabilité en anesthésie-réanimation. Le sujet des déchets est un sujet important puisque en France, nous produisons beaucoup de déchets. En 2020, ils ont été évalués à 310 millions de tonnes, ce qui équivaut à l'échelle d'un habitant à 5 tonnes par an. Et si on retire de ces 5 tonnes tout ce qui est en rapport avec la fabrication et la construction, ça équivaut à 1,5 tonnes par habitant. On voit que à l'échelle européenne, on est le deuxième pays qui produisons le plus de déchets. Et on voit sur le graphique de droite que cette production de déchets est oscillante, qu'elle a tendance à diminuer, mais on voit quand même qu'en 2010, on avait des niveaux quasiment équivalents. La production de déchets, on le sait, elle est extrêmement importante. Elle vient essentiellement de la consommation d'usage unique et de plastique. Et il y a une étude qui était sortie dans le Lancet qui montrait que si on pesait tout le plastique qui a été produit, il était 2 fois plus important que toute la masse du vivant sur la planète. Concernant les déchets, il y a 2 types de déchets d'un point de vue réglementaire. Il y a les déchets qui sont issus des ménages et qui sont donc sous la responsabilité des collectivités locales. Et puis, il y a les déchets qui sont issus de l'activité économique et qui sont là sous la responsabilité de celui qui produit ce déchet. Le devenir des déchets va pouvoir être différent. On voit que il y a soit du stockage, soit de l'incinération avec récupération d'énergie, donc valorisation énergétique, soit de l'incinération sans récupération. Il y a une partie recyclage et une partie compostage avec la méthanisation. Et on voit que au fur et à mesure des années, les proportions entre ces différentes possibilités d'élimination évoluent. Et on voit, par exemple, que le nombre de centres de compostage est en train d'augmenter. Et que les centres d'incinération, eux, se regroupent et diminuent. Donc, concernant les déchets également, la problématique qu'on soulève est une question de santé publique. Il ne faut pas oublier que l'incinération dégage des gaz à effet de serre, qui sont des gaz polluants, et également qu'il y a des émissions de méthane qui sont relativement importantes. Et ces émissions qui sont dégagées par les déchets correspondent à 20% des émissions françaises totales. L'incinération également est pourvoyeuse d'émissions de dioxines, mais grâce aux évolutions de traitement, ces émissions de dioxines ont énormément chuté de plus de 90%. Les gaz à effet de serre aussi, suite à l'incinération, sont évalués aux alentours de 16 millions de tonnes de CO2 et on voit que jusqu'à peu près en 2020, il y avait une tendance à une augmentation de ces émissions et que là, on voit un petit infléchissement qui est en train d'apparaître.
Actuellement, on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre et vous savez que le système de santé représente est à l'origine de 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, ce qui correspond à 46 millions de tonnes de CO2. Et quand on regarde la part des déchets, la responsabilité des déchets, celle-ci correspond à peu près à 5%. Donc, ce n'est pas la plus grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Ces déchets, quels sont-ils? Il s'agit des déchets, donc, comme je vous disais, qui sont issus des activités de diagnostic, de suivi, de traitement en santé humaine et vétérinaire. Sur des chiffres qui datent maintenant à peu près d'une plus d'une dizaine d'années, on évaluait la quantité aux alentours de 700 000 tonnes par an de déchets, qui correspond à peu près à 3,5% d'émissions de production nationale. Et le bloc opératoire est un des plus gros pourvoyeurs de production de déchets, puisqu'on l'évalue à peu près à un tiers de la production. Alors, le bloc, c'est un tiers, et l'anesthésie, dans les études qui ont été faites sur l'estimation, ça représente à peu près 25% des déchets issus du bloc opératoire. Alors, quels sont-ils ces types de déchets? Eh ben, on peut le voir. Là, par exemple, on a pris l'exemple d'une appendicectomie. Eh ben, on voit qu'on a dans ces déchets beaucoup d'emballages avec une partie papier, une partie plastique. On a des dispositifs médicaux qui sont forcément souillés. On a pas mal de champs. Là, on ne voit pas apparaître les champs aussi, les casaques et les champs opératoires. Mais on voit que ça contient une partie importante d'emballage. La composition, par exemple, pour faire une comparaison par rapport aux déchets ménagers, n'est pas du tout la même, puisque par exemple, dans les déchets ménagers, on va retrouver beaucoup plus de verre, de plastique, et notamment aussi de déchets putrescibles qui vont pouvoir être compostés. Donc, le type de déchets qui sont issus du bloc opératoire sont différents dans leur composition et donc forcément dans le tri qui va être réalisé. Alors, concernant le tri, en effet, le premier point, c'est qu'il va falloir trier et catégoriser les déchets. Et donc, dans les déchets, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont à risque infectieux, qu'on appelle les DASRI. Après, il y a d'autres déchets qui sont également à risque, qui sont les déchets radioactifs, cytotoxiques, chimiques et médicamenteux. Et puis, il y a tous les autres déchets qui sont non dangereux, qui sont donc non à risque infectieux et qu'on peut dire assimilés, parfois qu'on entend dire assimilés aux ordures ménagères, qui est une ancienne appellation. Et ces déchets-là ne présentent pas de risque pour la santé et pour l'environnement, tel que je vous ai décrit précédemment. Alors, cette catégorisation des DASRI, c'est issu du décret DASRI qui a été fait en 1997. Et auparavant, les déchets étaient incinérés sur place à l'hôpital. Et depuis ce décret, tout le tri et l'élimination des déchets a été modifié avec des filières de tri qui sont spécifiques pour les DASRI et pour les déchets non dangereux. Et donc, comme on peut le voir, concernant les DASRI, eh bien, il faut une filière qui soit sécurisée d'un point de vue réglementaire, et on peut le voir sur le schéma qui est à gauche, avec des spécificités concernant la collecte, le stockage, le transport et l'élimination. Ce qui fait qu'au final, l'élimination des DASRI coûte plus cher, à peu près 2 fois plus cher que pour les déchets non dangereux, mais elle va être aussi émettrice de beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui donc présente un enjeu en termes d'éco-responsabilité, puisque si on diminue la production de DASRI, eh ben, il y a et un gain environnemental, en santé environnementale, et également un gain économique. Alors, l'enjeu pour les déchets, eh ben, il peut se séparer en 3 parties. La partie environnementale, la première, c'est de préserver les matières premières pour revaloriser les matières résiduelles, donc les déchets. C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon directe, indirecte, suite à l'élimination des déchets, et de réduire les émissions de particules fines dont je vous ai parlé en termes d'élimination. D'un point de vue économique, si vous
faites une démarche d'optimisation des déchets, et ben, vous pouvez avoir un gain d'un point de vue budgétaire et participer également à l'économie circulaire, à une économie locale si vous travaillez avec les partenaires. Et enfin, la partie sociale ou qualité de vie au travail, puisque en améliorant vos filières de tri et de recyclage, vous améliorez pardon, la qualité de vie au travail, et également la sécurité et la qualité des soins. Donc, toute cette démarche d'optimisation de la gestion des déchets, elle rentre dans la certification des hôpitaux et de façon plus large à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. On retrouve également la gestion des déchets comme un des éléments importants de la planification écologique du système de santé. Et donc, elle participe également à la décarbonation. Pourquoi? Eh ben, parce que vous allez travailler sur les filières de recyclage, sur la réduction de l'usage unique, sur la réduction de la proportion des dasseries, sur la valorisation aussi des biodéchets qui vient d'apparaître et puis soutenir aussi la production locale et les dispositifs réutilisables. Alors, qui peut agir? Eh bien, beaucoup de gens peuvent agir à différentes strates. Il y a déjà ceux qui produisent non consommables et les déchets, enfin, et les futurs déchets. Il y a aussi toute une partie qui peut se faire au niveau des achats et puis il y a ceux qui consomment le dispositif et donc qui seront à l'origine de la production de déchets. Et donc nous, on va s'atteler plutôt à cette dernière partie qui est donc la production de déchets et après comment on peut la réduire, valoriser et recycler. Donc, pour la mise en pratique de cette thématique, donc de réduire, recycler et trier les déchets, je vais passer la parole à Stéphanie. Ok, donc effectivement, moi je vais vous parler de la partie un peu plus pratique de la gestion des déchets en établissement de soins et notamment au bloc opératoire. Donc habituellement, on utilise la pratique des 5 R pour optimiser les déchets en établissement de soins, qui est réduire, réutiliser, recycler, ça nous concerne. Il y a également repenser et rechercher. Repenser et rechercher, ce n'est pas forcément de notre teneur. Donc, moi, j'aime bien utiliser plutôt un concept que j'ai inventé, les 3 R plus E, qui consistent en fait à réduire, réutiliser, recycler, revaloriser, et comment bien éliminer les déchets. Alors, réduire les déchets, c'est primordial. Le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est la seule façon d'agir vraiment efficacement dans la gestion des déchets, mais ce n'est pas toujours possible. Ça permet de diminuer le besoin de recyclage. Ça permet de diminuer le traitement des déchets qui est à forte intensité énergétique, d'éliminer en décharge avec les notions d'enfouissement et toutes les dépenses qui sont consacrées au transport et à la gestion des déchets. Réutiliser, c'est très bien, c'est quasiment aussi avantageux que le principe de réduire, puisqu'il prend effet avant la phase de fin de vie du matériel. Ça entraîne moins de déchets, ça permet des achats à moindre coût et l'utilisation de moins de matières premières. Mais comme on va le voir plus tard, réutiliser, ça implique aussi, en tout cas dans notre profession, de retraiter, de renettoyer certains déchets qui induisent en fait une empreinte carbone plus importante que de supprimer le déchet. Recycler, c'est toujours mieux qu'éliminer, jeter. C'est moins énergivore que la fabrication de nouveaux produits. Mais il faut bien penser que quand on recycle un déchet, il faut l'acheminer, il faut le retransformer, le refabriquer. Et tout ça, ça consomme de l'énergie pour la planète. Ensuite, pour éliminer, comment bien éliminer? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il y a les DASRIA et les DASMD. Donc, je fais un petit rappel dont Florence vous a déjà parlé. Les DASRI, ce sont les déchets d'activité à risque infectieux et assimilés. Donc, on peut aussi introduire la notion des matériaux piquants ou coupants et les déchets anatomiques. Donc, il y a un guide ministériel en fait qui a été publié dans les années précédentes et qui vient d'être remis à jour par le Haut Conseil de la santé publique, qui recommande pour caractériser le risque infectieux des déchets d'activité soins la définition suivante.
Un déchet à risque infectieux correspond à un déchet d'activité de soins provenant d'un foyer de multiplication d'agents biologiques pathogènes allant du groupe 2 à 4 et les déchets à risque d'écoulement. C'est-à-dire que votre compresse imbibée de sang n'est pas à risque d'écoulement. Votre champ opératoire d'un patient qui a énormément saigné est à risque d'écoulement et ça le classifie en DASRI. Donc, en fait, le CEPIAS, qui est une organisation plutôt régionale, avait publié un guide et le Haut Conseil de la santé publique s'en est inspiré pour pouvoir uniformiser les pratiques au niveau national. Donc, les DASRI sont incinérés ou banalisés selon un traitement chimique ou physique bien spécifique. Les conditions de tri, de conditionnement, de stockage, de collecte, de transport et d'élimination ne sont pas les mêmes que pour les DASND. Et ça induit un surcoût environnemental et financier, puisqu'il faut qu'il soit traité par un prestataire agréé. Donc, une tonne de DASRI émet 934 kg d'équivalent CO2 à être éliminé, alors qu'une tonne de DASND n'en émet que 362. Par ailleurs, effectivement, le coût d'élimination des DASRI est 3 à 4 fois supérieur au DASND. Donc, en cas de mauvais suivi des consignes de tri, probablement par manque d'information ou de formation, on induit un surcoût écologique et un surcoût financier. Donc, l'idée, ça serait d'harmoniser les pratiques au niveau national et de former nos soignants à la bonne gestion du tri des déchets et notamment des DASRI. Donc, je vais vous donner l'exemple du CHU de Caen. On a une affiche au CHU de Caen pour gérer les déchets, le tri des déchets, mais cette affiche, elle n'est pas lue parce qu'elle n'est pas très claire et donc le tri était mal effectué. Donc, nous, on a décidé en 2000, je crois, 21-22, de refaire une affiche avec une élève IAD qui a créé cette affiche qui est beaucoup plus parlante. Et grâce, en fait, au Green Block du CHU de Caen, on a pu communiquer à travers les différents blocs et au niveau du personnel soignant sur comment bien trier. Donc, c'était 2021 le début de l'action et voilà les résultats qu'on a obtenus. En 2 ans, on a réduit notre facture de 31 330 €, donc ce qui est important pour l'administration puisqu'on leur montre que finalement, lancer une campagne de sensibilisation, ça permet aussi d'obtenir un gain financier. Et on a aussi pu réduire notre empreinte carbone de 137 852 kg d'équivalent CO2 grâce à cette action. Donc, évidemment, l'action continue dans les services de soins, etc. Et on compte bien continuer à réduire cette empreinte. Donc, recycler, on l'a vu tout à l'heure, c'est un procédé de traitement des déchets. Ça consiste à valoriser les déchets, mais il faut les retraiter. Depuis le 16 juillet 2021, la loi des 7 flux oblige les entreprises de plus de 20 employés à trier les papiers, les métaux, les plastiques, les verres, le bois, le plâtre et les textiles. La revalorisation énergétique des déchets par incinération n'est pas à considérer comme du recyclage, mais il faut savoir que l'incinération peut aider à chauffer des structures. C'est le cas dans notre hôpital. Les déchets qui sont incinérés, la chaleur qui en résulte permet de chauffer certains bâtiments. C'est toujours mieux que rien. Donc, pour recycler, il faut créer des filières. Et pour créer des filières, il faut trier à la source, il faut avoir des personnes qui acheminent et il faut avoir un prestataire qui soit OK pour reprendre certaines filières. Donc, ça nécessite des nouveaux partenariats et puis ça nécessite une logistique assez importante. Mais le recyclage, c'est important parce que ça permet de diminuer le volume global de nos déchets, ça préserve les matières premières et ça réduit les coûts économiques et écologiques. Et parfois, ça permet aussi de créer un parcours circulaire où certaines entreprises proches de chez vous pourront réutiliser vos matériaux pour fabriquer d'autres choses. Alors, recycler, nous, on avait commencé avec les métaux en 2022. C'est une de mes collègues qui s'était intéressée à cette thématique, le docteur Simonet, qui est allé voir un ferrailleur en disant, voilà, nous, on a ce matériel-là, qu'est-ce que vous pouvez reprendre s'il est nettoyé? Et donc, il a établi une liste avec un prix d'achat qui fluctue en fonction des cours d'achat des métaux. Et on a créé un affichage auprès des soignants en disant, voilà, nous, on reprend ça, vous les déposerez dans ce bac-là, nos aides-soignants les nettoient. Et après, le docteur Simonet regroupe tous les déchets récupérés
et les achemine au métallurgiste qui, en échange, lui donne un chèque. Et ce chèque est déposé au nom d'une association. Et l'argent est redisposé aux besoins en fonction des équipes, enfin aux équipes, en fonction du poids recueilli par équipe. Et les équipes en font ce qu'ils veulent. Pour exemple, nous, on a pour projet l'achat de calots en tissu, puisque les calots en tissu sont autorisés dans notre établissement depuis le 1er janvier. Donc, de calots en tissu fabriqués à partir de pyjamas de bloc recyclés. Donc voilà, cette action, elle permet aussi de fédérer les équipes finalement, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, tout le monde travaillait dans son coin. Aujourd'hui, on va voir les aides-soignants et puis on leur dit, voilà, on a ça, on les aide à nettoyer. Et en fait, ça donne un tout autre aspect de nos pratiques et de notre profession qui est assez salvatrice psychologiquement parlant. Donc, les résultats qu'on avait obtenus en 2 ans, c'est environ 1200 kilos de métaux qui ont été récupérés. Pour l'association Amargo, qui est l'association sur laquelle on récupère les sous, c'est un gain de plus de 1600 euros. Par contre, pour le CHU, c'est 191 euros de déchets qui n'ont pas été éliminés dans les DASND et c'est 461 kilos d'équivalent CO2 de déchets qui n'ont pas été éliminés. Alors, recycler ou réutiliser, c'est toujours la grande question, notamment dans nos blocs opératoires. On se pose beaucoup la question concernant les lames de laryngoscopie qui sont à usage unique versus réutilisables. C'est une des grandes thématiques. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux façons de faire. Réutiliser reste le mieux. Mais le parcours est difficile à mettre en place puisque ça demande beaucoup de logistique, ça demande un partenariat avec la stérilisation. Voilà, c'est tout un parcours à mettre en place qui est un peu compliqué. Toujours est-il que l'empreinte carbone d'une réutilisation est meilleure que l'empreinte carbone d'un recyclage. On peut également recycler les plastiques. Dans nos blocs, on trouve 8 plastiques différents. Là, c'est l'exemple du bloc dans lequel je travaille, qui est de 8 salles, où il y avait 15 kilos de plastique par semaine qui étaient générés. Et donc, ces plastiques, ils peuvent être valorisés, pas tous, mais une grande partie. Soit selon un modèle associatif, soit selon un modèle institutionnel. Donc, institutionnel implique un partenariat avec le prestataire de services de vos établissements. Le modèle associatif, c'est celui qui est utilisé dans beaucoup de blocs aujourd'hui. Nous, ici, c'est les bouchons du Calvados. Il y a d'autres appellations. Ça demande des bénévoles. Ça demande la création d'une filière, un stockage et un transport. La meilleure façon de faire, à mon avis, est l'institutionnel, puisque le circuit peut être pérenne et on peut trouver certains plastiques qui peuvent être rachetés par votre prestataire. Donc voilà, ça c'était l'exemple au CHU de Caen. On avait récupéré 442 kilos sur l'année 2022 de plastique. Le modèle institutionnel à droite, c'est celui qui est actuellement mis en place. Et le modèle de plastique que vous voyez bleu, là, c'est un plastique qui pourrait se racheter. Donc c'est un travail qui est en cours. Alors, les papiers, les cartons, on les recycle aussi, c'est encore une autre filière. Attention cependant aux papiers confidentiels qui ont leur parcours bien à eux, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de papiers confidentiels qui soient mêlés à la population générale, évidemment. Et puis, attention aussi aux papiers composites, ceux avec du thermocollant. Certains prestataires le reprennent, d'autres pas. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment bien discuter avec le représentant de votre prestataire de déchets. Le verre, c'est un gros problème. Il faut recycler le verre. Il faut une filière de recyclage de verre. Comme vous savez, le verre médical et le verre alimentaire ne sont pas les mêmes. Et les filières sont extrêmement difficiles à instaurer. Il y a, je crois, le CHU de Bordeaux qui travaille sur cette thématique actuellement. On espère qu'elle verra le jour dans beaucoup d'établissements. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by partout. Alors, le problème des résidus médicamenteux. Aujourd'hui, on sait que les résidus médicamenteux doivent être éliminés dans des filières spécifiques qui sont les DIMED. Ces filières spécifiques ne sont pas mises en place partout. Et donc, en l'absence de ces filières, il faut qu'ils soient éliminés dans une filière qui est incinérée. Donc, à vous de voir avec votre établissement, avec votre prestataire, comment sont éliminés vos déchets. Toujours est-il, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas jeter les résidus médicamentés dans les effluents,
puisqu'on les retrouve dans nos sols. Réduire, repenser. Comme je le disais tout à l'heure, le meilleur des déchets, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc, on favorise la voie orale, on favorise le réutilisable, on supprime tout matériel inutile, tout acte et soin inutile. C'est ce qu'on appelle l'éco-soin. Exemple, vous avez des protocoles préfaits, par exemple, de prescription post-opératoire, peut-être avec des bilans qui sont déjà inclus et qui ne servent à rien. Je sais que chez nous, dans les hystérectomies, il y avait un bilan, une numération de formule sanguine dans le protocole à J1 qui ne sert à rien, donc on l'a supprimé. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez supprimer dans vos établissements de santé, en accord évidemment avec vos collègues, pour essayer de réduire au maximum vos déchets. Donc, favoriser la voie orale. Exemple de l'antalgie périopératoire orale. On sait depuis 2 ans maintenant que l'antalgie ILV, enfin depuis même plus longtemps, l'antalgie ILV est 30 fois plus, est responsable de 30 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elle consomme 7 fois plus d'eau, son coût est 17 à 19 fois plus important, et surtout l'antalgie IV prend 100 fois plus de place dans vos locaux. Donc, il n'y a pas de bénéfice à faire de la voie IV, sauf contre-indication à la voie orale. Exemple dans notre établissement, on a mis en place l'antalgie péros préopératoire associant du kétoprophène et du paracétamol. Et ce qui fait qu'au bloc opératoire, les patients ne recevaient plus leur perfalgan et leur kétoprophène en intraveineuse. Grâce à ça, on a fait un gain écologique, c'est 790 kg d'équivalent de CO2 en moins émis, un gain économique, 1 481 € en moins, et c'est 152 kg de déchets DASND en moins. Donc ça, c'est une évaluation qui a été faite que sur 2 ans et que sur 8 salles de bloc. Je vous laisse imaginer à l'échelle mondiale ce que représente l'utilisation de l'étalgie péros périopératoire. Donc, c'est vrai en préopératoire, mais c'est vrai en post-opératoire, et ce, dès la SSPI, il faut faire de la voie orale. Réduire, repenser. Pensez à ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas, ce qui ne sert à rien. Les plateaux d'anesthésie, je ne sais pas si on utilise encore des plateaux d'anesthésie à usage unique, mais on peut très bien utiliser des plateaux d'anesthésie inox qui sont nettoyés entre chaque patient. On réduit la quantité de déchets, on fait des économies. Donc, c'est quand même important de pouvoir passer au réutilisable quand c'est possible. Les calots en tissu, les badigeons, on n'a pas besoin d'utiliser de l'usage unique pour faire des badigeons. Une compresse suffit accrochée à une pince pour les chirurgiens. Donc, c'est un travail qu'il faut faire en partenariat avec vos équipes chirurgicales. Après, plus large, suppression des douches bétadine. La douche bétadine n'est plus recommandée depuis 2013. Donc, informez bien vos chirurgiens qu'il n'y a pas besoin et qu'une douche au savon habituel suffit. Les bas de contention prescrits en systématique ne sont pas obligatoires. Il y a une recommandation récente de la SFAR qui est sortie là-dessus. Seuls les patients présentant une insuffisance veineuse chronique doivent avoir des bas de contention. Les autres n'en ont pas besoin. Il faut repenser vos kits. Est-ce que vraiment le plateau en plastique qui porte votre matériel d'ALR dans les kits à usage unique est utile ou pas? Nous, on les a supprimés. Utilisation des seringues pré-remplies. Ça génère moins de déchets quand elles sont pré-remplies et ça coûte moins cher. Et puis après, on peut penser à plein de choses. Les masques sans crochet, est-ce que vous utilisez vraiment les petits crochets qui sont contenus dans vos masques ou pas? Auquel cas, vous pouvez très bien commander des masques sans crochet. Au CHU de Caen, en partenariat avec le groupe d'hygiène, on a fait supprimer les filtres antibactériens des robinets puisqu'ils ne sont plus obligatoires à partir du moment où on utilise une solution hydroalcoolique. Donc, toutes ces mesures qui vont même au-delà du bloc opératoire participent à une réduction nette et importante des déchets. Alors, pourquoi optimiser la gestion des déchets? On l'a dit, permet la valorisation des déchets en une substance réutilisable, préserve le gaspillage des matières premières, renforce l'indépendance énergétique, diminue les dépenses énergétiques et économiques et réduit l'impact environnemental. Et je redonne la parole à Florence. Comme on a pu le voir, le bénéfice à mettre en place une démarche optimiser la gestion des déchets a plusieurs bénéfices, et notamment, donc on a dit environnemental, économique et en termes de santé environnementale également. Je vous l'ai dit au tout début, c'est pourvoyeur de gaz à effet de serre, d'émissions de particules fines et de dioxyde, même si celles-ci sont diminuées. Et puis, il faut savoir qu'il y a encore une partie des déchets qui sont stockés
et donc qui sont un risque de pollution. Et donc, on sait après avec ce concept de Oneness qui reprend en tout cas le lien qu'il y a entre un environnement sain et une santé humaine et du monde vivant, notamment animal et végétal, et de cette interaction qu'il y a, et donc de l'importance à un moment donné de faire de la préservation de notre environnement en vue d'améliorer la santé de chacun et également celle des écosystèmes auxquels on est lié. Alors, là, Stéphanie nous a présenté toutes les actions qui peuvent être mises en place dans cette optimisation. La première, on a dit, c'était donc de trier à la source puisque le producteur du déchet est responsable de son déchet. Et donc, le tri est extrêmement important et la responsabilité est à celui qui l'a produit. Donc, je vous l'ai dit, on a dit entre les dasseries et les déchets non dangereux. Après, il y a toute la partie recyclage. Et donc là, on est sur des projets qui sont plus collaboratifs, participatifs, puisque là, il y a la mise en place de filières. Alors, ces mises en place de filières, elles peuvent être parfois compliquées à mettre en place. On commence à connaître après les freins et les leviers pour pouvoir la mettre en place correctement. En général, quand il y a une source de déchets qui est produite à un endroit et que c'est des monodéchets, donc des déchets qui sont facilement identifiables, et ben cette filière, elle est plus facile à mettre en place et à être maintenue. On a parlé de trouver un prestataire. En effet, à l'heure actuelle, les prestataires ne proposent pas tous les mêmes types de recyclage et notamment en termes de plastique. Donc, on n'a pas encore une uniformité au niveau de l'échelle nationale sur les types de plastique qui peuvent être recyclés, comme sur les types de métaux. Donc, je pense qu'il y a encore un travail important qui doit être fait aussi de ce côté-là des prestataires. On a parlé après de la procédure locale de tri, ça c'est extrêmement important, et notamment de l'image visuelle qu'on peut avoir quand on trie. Et Stéphanie l'a bien expliqué sur l'importance d'avoir un protocole avec une image visuelle pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est recyclé et pas recyclé. Et puis après, il y a tout le côté ergonomie parce que, bien, en multipliant le nombre de filières, et ben, on multiplie aussi le nombre de poubelles qui prennent de l'espace, et donc il faut intégrer maintenant ces poubelles et ces tris dans l'espace du bloc opératoire et la réanimation. Et là, ça nécessite aussi de travailler avec les services d'hygiène des établissements. Évidemment, l'importance de ce sujet nécessite de sensibiliser un maximum de personnes et de former tout le personnel et d'accompagner également le personnel à la mise en place de ces filières, qu'elles soient du tri, du recyclage et la valorisation. Et ça peut faire l'objet d'évaluations de pratiques professionnelles, ce qui est important parce que du coup, ça permet aussi de valoriser toute l'implication qui est faite par ces équipes. Et l'importance, on l'a rappelé tout à l'heure, d'avoir des green teams, car on voit que ça fédère vraiment les équipes autour de ce projet-là, qui est porteur de sens, et puis également encore et ben de d'action collective. Voilà. Et donc, c'est une diapositive de Stéphanie qu'on a gardée parce que je crois qu'elle résume bien le fait que quand on parle des déchets, on pense que ça va être compliqué, mais en fait, c'est tout à fait possible de mettre une démarche d'optimisation des déchets au sein des blocs opératoires. Et je terminerai avec notre collègue Charlotte Martin qui, lors de l'Actus Phare du 3 septembre, va présenter le côté opérationnel de la mise en place de ces filières, d'une filière de recyclage en anesthésie-réanimation. Et j'espère que vous serez nombreux à la suivre. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis sur ce webinaire consacré à l'optimisation des déchets générés en anesthésie-réanimation. Et merci Stéphanie, à toi de nous avoir présenté tout ton retour d'expérience que tu as mis en place au CHU de Caen. Et Merci puis, Florence. donc on vous attend à l'Actus Phare qui est prévu, donc, comme je vous l'ai dit, le 3 septembre pour l'opérationnalité de la mise en place d'une filière de recyclage du côté du CHU de Toulouse avec Charlotte Martin. Merci à tous. Merci, au revoir.